Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 février et le CAC 40 voit les 4000 points à proximité. C'est un début d'année tonitruant pour les indices boursiers. Nous sommes donc en février 2016. Ça fait 5 semaines que les opérateurs sont sur les marchés pour cette année et on a déjà perdu 15% sur les indices européens, on a perdu plus de 20% en Chine, le Nikkei a perdu 5% cette nuit, les bancaires hier ont perdu 10% pour la plupart. Donc nous entrons dans des conditions de marché bien particulières. Ce sont potentiellement des conditions de marché de bear market, donc d'un marché baissier. Vous avez constaté qu'il ne faut pas grand-chose, il suffit d'une étincelle pour que la presse, Twitter, les analystes, les économistes, la télé s'emballent au sujet de sociétés qui pourraient faire faillite, au sujet de taux obligataires qui décalent fortement. Donc là, voilà, on est vraiment dans un environnement de marché particulier, nous sommes dans un marché baissier, nous sommes dans un marché de risque et de peur. C'est donc des marchés beaucoup plus volatiles, beaucoup plus violents, beaucoup plus dangereux. Je vous invite donc à faire très attention. Depuis le début de l'année, contrairement aux années précédentes, c'est désormais ne rien faire qui rémunère le plus. Être investi en taux peut coûter de l'argent, puisque vous avez vu que certains taux obligataires sont passés sous zéro. Être investi en actions, pour le moment, on perd 15% depuis le 1er janvier. Donc voilà, il ne faut pas être pressé, que ce soit de trader ou bien d'investir. Ce sont des marchés bien particuliers, prenez-le en considération. Ne vous mettez pas en situation de risque inutilement. Faites attention aux économistes qui parlent des PER, les fameux Price Earning Ratio. Ce sont des ratios qui permettent de savoir si une entreprise est plus ou moins chère par rapport aux autres, plus ou moins chère historiquement. Le problème de cela, c'est qu'en 2008, lorsqu'on est rentré en récession en Europe et aux États-Unis, à 4000 points, les gérants trouvaient déjà les PER faibles, et à 2500 points, soit 40% plus bas, vous vous doutez bien que ces derniers l'étaient encore plus. Bienvenue donc à tous pour cette matinale. C'est un marché assez sportif. En tous les cas, faites bien attention à vous. Et puis, nous allons passer tout de suite à la revue de notre émission. Comme tous les matins, un avertissement sur les risques, sur le caractère purement informatif de cette présentation, ainsi que sur les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, vous pouvez me poser des questions tout au long de cette présentation. On verra ensemble les dernières news, les décalages, les calendriers économiques, le passage en revue d'actifs sur la plateforme, bien évidemment, donc je réponds à vos questions. Alors, côté news, les investisseurs hier ont paniqué sur les bancaires, et c'est Deutsche Bank qui a fait paniquer en premier, puisque sur le marché obligataire, il y a eu un décalage sur les CDS de Deutsche Bank, et la probabilité en fait d'une faillite du groupe Deutsche Bank, qui est quand même une énorme banque allemande, s'est approchée des 20%. Donc on a vu toutes les bancaires baisser, toutes les bancaires, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ont été attaquées. Et puis c'est là aussi qu'on s'est rendu compte qu'en fait les bancaires baissaient déjà depuis 6-7 mois, qu'elles avaient déjà perdu 20, 30 ou 40%, qu'il y avait peut-être des soucis derrière tout cela. Je vous rappelle que les bancaires, c'est vraiment un pilier des marchés financiers actuels, de l'économie actuelle. En 2008, c'est parce que les bancaires avaient trop d'opérations d'investissement, de trading et des pertes potentielles que on a dû les aider. Les États ont dû en renflouer certaines, en racheter d'autres. Donc les bancaires, c'est vraiment une pierre angulaire de ce qui se passe actuellement. Et il faut faire attention donc quand les bancaires partent fortement à la baisse.
Concernant les statistiques, on a eu l'enquête Sentix hier qui a révélé que l'Europe subissait un ralentissement via l'Allemagne notamment. Donc je vous rappelle que la locomotive européenne c'est l'Allemagne et que quand l'Allemagne ralentit, eh bien forcément c'est l'ensemble des chiffres économiques de la zone qui se détériorent. Les banques grecques ont perdu 28% en une seule séance, donc il y a un indice des banques grecques qui perdait 28% hier. La société Chesapeake, c'est un spécialiste du gaz, a annoncé sa restructuration. Le titre a perdu 27% en clôture, il a perdu jusqu'à 40% en séance hier. Si vous regardez le titre Chesapeake, c'est exactement la même configuration que ArcelorMittal actuellement. Ça ne veut pas dire que Arcelor va perdre 25%, mais ça veut dire que sur ce secteur, tous les titres ont plus ou moins la même courbe et que si il y a des déboires en termes d'augmentation de capital, de restructuration, de révision à la baisse des actifs, eh bien cela peut faire très mal. Le Nikkei a quant à lui clôturé en baisse de 5%. Le Nikkei, en fait, il faut que vous compreniez que le Nikkei a une très forte corrélation avec ce qui se passe sur le yen. Voilà, donc quand vous avez la paire USD-yen qui monte, vous avez donc un yen qui baisse, vous avez un Nikkei qui profite de cela, des sociétés japonaises exportatrices qui profitent de cela, et donc ça soutient. Par contre, quand vous avez l'USD-yen qui chute fortement, qu'il y a des tensions sur le yen, que les opérateurs achètent du yen parce que c'est défensif, eh bien ça fait l'inverse, et c'est la raison pour laquelle le Nikkei a chuté aussi fort. Alors ça fait du bien un petit peu, vous voyez, de prendre du recul sur la situation. Que s'est-il passé depuis 2 ans sur le Nikkei ? Eh bien depuis 2 ans, le Nikkei a doublé. Voilà. La BOJ a lancé un programme de quantitative easing gigantesque. La BOJ a tout racheté sur le marché. Elle détient aujourd'hui 50% des ETF sur les actions du Japon. Ça veut dire que la BOJ, pour aider le Japon, a injecté, a acheté des actions, a boosté les marchés. Elle a tout acheté et là, aujourd'hui, on se rend compte de quoi ? Que les chiffres économiques ne se sont pas améliorés. Et puis on se rend compte de quoi aussi ? Quand le Nikkei perd 5, 10, 15, 20, 30% par rapport à ses plus hauts, étant donné que la BOJ détient 50% des ETF, en fait, à chaque fois que ça baisse, la BOJ engendre des pertes énormes. Donc on sait bien que ce sont des banquiers centraux, qu'ils ont de l'argent, qu'ils peuvent en imprimer dans leur cave et que c'est l'institution la plus puissante au monde. Les institutions, puisque c'est toutes les banques centrales. Mais je vous invite à considérer cela. Voilà. On a des banques qui vont pas très bien, on a des banques centrales qui ne savent pas quoi faire de la situation, on a des indices de bancaires, que ce soit en Europe, aux États-Unis, qui chutent fortement. Donc voilà. On est dans un marché très particulier, on est dans un marché de peur. Hier, tout le monde a eu peur en Europe, on vendait les indices et ça perdait 3,5, 4, 4,5%. Cela ressemble de plus en plus à des phases baissières qu'on a connues en 2008. Pour l'instant, il n'y a pas de capitulation, il n'y a pas d'accélération brutale, on n'a pas une séance à moins 5, 7 ou moins 8. Donc c'est pas la fin du monde. Mais à la limite, quand on a des séances comme ça extrêmement baissières, ça aide à anticiper par la suite un rebond. Pour l'instant, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a perdu 10%, 20%, 30% sans que la volatilité augmente si fortement. Et donc, si vous voulez, ça me donne plus l'impression que c'est un krach rampant. La chose se fait petit à petit, et puis à un moment, hop, on baisse très fortement parce que ça lâche. Alors Thierry me dit, où vont toutes les liquidités du quantitative easing ? Est-ce sur les biotech, sur les comos, sur des choses comme ça ? Alors non. Thierry, la plupart des liquidités de la BCE vont sur le marché obligataire. Voilà. La BCE achète de l'obligataire, fait baisser les taux artificiellement et maintient la cohésion en zone euro.
Il y a des pays comme le Japon où, en plus de faire des injections sur le marché obligataire, ils ont décidé d'aller sur le marché action. Mais ça, c'est extrêmement dangereux. Concernant les biotech, les commodities, Thierry, ça, c'est des familles d'actifs qui ont profité à des périodes et qui se sont fait massacrer ensuite. L'or a profité de 2000 à 2010. Depuis 2011 jusqu'en 2015, l'or a consolidé un super trend de 10 ans à la hausse. Concernant les biotech, si vous avez vu mon émission spéciale du mois dernier avec Sacha Pouget, vous savez que les biotech, elles ont connu 4 à 5 années de forte hausse, d'appréciation, des beaux dossiers se sont démarqués, mais les mauvais aussi, tout est monté. Et aujourd'hui, en fait, les biotech reviennent sur Terre, les mauvais dossiers s'écroulent et les bons dossiers reperdent un petit peu de hauteur, mais un peu moins. Il faut être très sélectif quand on est sur les biotech. Donc vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois, de toute façon, quand un actif ou une famille d'actifs pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans connaît un cycle haussier très fort et très positif, il y a toujours un retour de bâton, il y a toujours un retour à la moyenne. C'est le concept de la bourse. Côté entreprise, Sanofi a rapporté des résultats corrects, tout juste corrects. Ça a permis au titre d'ouvrir dans le vert, puis de passer dans le rouge parce que le CAC accélérait, peut-être qu'on s'est stabilisé depuis. Casino, qui profitait hier de relèvement, est maintenu par Standard & Poor's en surveillance négative. Donc ça, c'est toujours des choses qui pèsent sur le titre. Arcelor a vu sa note relevée par Goldman Sachs et abaissée par ING. Donc là, c'est le bal des notes relevées ou abaissées. Vous voyez bien que certains visent des cours. Arcelor est à moins de 4 euros. Il y en a qui visent 4,50 €, il y en a d'autres qui visent encore 8 ou 10 ou 12 euros. Hein. Pour moi, les sociétés de notation en 2008 ont eu leur part de responsabilité parce que c'est ces sociétés de notation qui n'ont pas abaissé les notes, notamment des obligations, des obligations AAA notamment. Mais vous avez aussi les sociétés d'études qui font des notes et des recommandations sur les actions. Et le problème, c'est que dans 90% du temps, quand le marché est haussier, toutes les recommandations sont à la hausse et tout ne peut que monter. Sauf qu'à un moment, ça se retourne à la baisse et ces mêmes agences mettent énormément de temps à abaisser leur notation. Donc le problème, c'est qu'à un moment, on se retrouve avec des cours qui chutent fortement et des agences de notation qui n'abaissent pas les notes. Et par contre, quand on arrive à la fin d'un mouvement baissier, d'un coup, ils se mettent tous à ajuster les notes. Vous voyez ? Donc il faut faire très attention à ça. Il n'y a jamais eu autant d'analystes négatifs sur le pétrole que depuis qu'il est à 30. Donc à 90, tout le monde était haussier, à 30, tout le monde est baissier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc faites très attention à ça. Coface, Clépierre et AK Technologies publieront ce soir après bourse. Niveau des statistiques passées, donc l'indice Sentix était inférieur aux attentes hier. L'analyse du Sentix révèle que donc l'Europe n'est pas perméable à ce qui se passe dans le monde et qu'un ralentissement mondial impactera forcément. Ensuite, ce jour, à 10h30, la balance commerciale en Angleterre. À 16h, les stocks de commerce de gros aux USA. Et puis, je vous rappelle que les indices chinois sont fermés. Donc voilà, je vous ai fait une introduction un peu longue, mais c'est une émission un peu particulière. Je vous rappelle un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Donc c'est la chute des matières premières qui entraîne le secteur énergétique, la chute des bancaires, le ralentissement économique, les sociétés notamment du secteur énergétique qui pâtissent toujours de mauvais résultats. Donc voilà le type de marché dans lequel nous nous trouvons actuellement. Concernant les indices, je ne vais pas vous dire beaucoup mieux qu'hier, c'est-à-dire qu'actuellement on est dans un marché baissier et dangereux. On est dans un marché où à tout moment, bien évidemment, on peut s'approcher d'un seuil de support et gagner 1, 2, 3 ou 4 ou 5%. Les marchés baissiers sont violents, c'est-à-dire que les baisses sont rapides et les rebonds techniques le sont aussi. Parfois, on a même l'impression qu'un rebond technique est super puissant, qu'en fait c'est une reprise et que ça va repartir à la hausse.
Mais ce dont il faut se rendre bien compte, c'est que les baisses et les hausses sont, enfin les hausses sont représentatives des baisses. Et tant que les mouvements haussiers n'excèdent pas les mouvements baissiers, ça reste principalement en tendance et donc baissier. Euh, Vous voyez ici, le CAC 40 avait touché 4100 points, c'était il y a à peine 2 semaines et demie. On a fait une violente réaction haussière avec des chandeliers super haussiers, super bullish. Pourtant, le fait qu'on n'ait pas réussi à casser une seule résistance fait qu'on est resté baissier. Eh bien, ce que je vous conseille, si je peux me le permettre de vous donner un conseil, c'est d'abaisser les résistances, les pivots clés, comme je les appelle, au fur et à mesure de la baisse. En fait, le concept, c'est de dire, tant qu'on continue de baisser, les résistances vont de plus en plus bas et puis on peut continuer comme ça d'aller chercher des zones de soutien. 4000 points, 3009, 3008. Aujourd'hui, tout le monde... il y a une semaine, tout le monde disait qu'on pourrait stabiliser et remonter. Et cette semaine, bien évidemment, tout le monde dit qu'on va aller sous 4000 points. Moi, ce que je constate, c'est que la semaine dernière, on attendait un signal entre 4150 et 4003. Les acheteurs auraient espéré un signal haussier, une cassure des 4003. Étant donné qu'il n'y a pas eu de signal haussier, il n'y a pas eu d'achat, il n'y a pas eu de stratégie, il n'y a rien eu. Pour l'instant, le marché est baissier. Donc soit on le regarde baisser et on attend une figure de retournement ou un chandelier japonais magnifique et puissant, soit on est vendeur. Voilà. Si on est à l'achat sur les actions, on pâtit de la baisse des cours. Si on est à l'achat sur les indices, on pâtit de la tendance baissière et de la liquidité. Euh, voilà, c'est un jeu dangereux que d'essayer d'anticiper le point bas sur les indices actuellement. Et en fait, si vous voulez, le CAC pourrait même rebondir dans la semaine au-dessus de 4100, voire même aller à 4150, qu'il pourrait repartir à la baisse ensuite. Tant qu'on ne sera pas en fait sorti du canal baissier ici que vous voyez en orange sur mon graphique, eh ben c'est qu'on est fortement baissier et donc théoriquement, il n'y a aucun achat qui se fait. Alors, si on baisse et puis qu'on va chercher, je sais pas moi, le bas de canal à 3900, qu'on fait une mèche basse, qu'on fait un marteau, qu'on fait une figure de retournement avec du volume, bon, là on aura peut-être quelque chose à se mettre sous la dent, une réaction tangible, un signal haussier éventuel à mettre à profit. Mais en attendant, c'est un marché qui reflète la psychologie des investisseurs. Les investisseurs sont nerveux, les investisseurs ne sont pas pressés pour investir et acheter des actions. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas manquer le train. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup plus de chances que d'acheter et de perdre que de manquer le train et que ce soit le point bas et que vous ne soyez pas dedans. Il vaut mieux souvent avoir un train de retard mais être sûr qu'avoir un train d'avance et de prendre des stops dans tous les sens. Ce qu'il y a, c'est que parfois on manque de prise de recul, hein, et même moi qui fais cette émission tous les jours, j'ai peut-être manqué de prise de recul. En fait, il y a des signaux qui nous ont été donnés il y a bien longtemps. L'Eurostoxx, ça fait depuis l'été dernier qu'on est tombé, qu'on a réussi à repartir. Le fait qu'on soit reparti ensuite en décembre, janvier, là n'était absolument pas bon. Peut-être qu'on est en train de se faire des frayeurs, hein. Peut-être que les banquiers centraux vont venir nous aider, mais pour l'instant, le marché est baissier, il est dangereux, il convient donc d'agir avec précaution, d'être à la vente ou de ne rien faire. Le Japon. Le Japon, c'est extrêmement volatile. Vous voyez, on a fait une mèche haussière à 17 000, on a fait un point bas ce matin à 16 000, et on est à 16 300. Le Japon, là, comme je vous le disais hier, il est sur une zone... les 16 000, 16 500, c'est la zone des plus hauts de 2013, de mi-2014, les plus bas de début 2015. C'est là qu'on doit tenir sur le Japon. Si on ne le fait pas, je pense que la BOJ sera obligée d'intervenir. Voilà. La BOJ avait dit qu'elle allait mettre ses taux négatifs. Elle l'a fait. Elle avait dit qu'elle augmenterait peut-être son quantitative easing. Elle ne l'a pas encore fait. C'est en tous les cas une cartouche qui reste pour pouvoir
tenter de faire remonter un petit peu. Le CAC, on l'a vu il y a quelques instants, donc il est baissier. Vous pouvez faire la même chose sur tous les indices. Le DAX est dans un canal baissier. Il faudra soit une réaction d'envergure, soit une figure de retournement, quelque chose d'important. En attendant, il est dans un canal, il est baissier et il n'y a pas de limite. Gardez bien cela en tête. Le CAC peut descendre, le DAX peut aller à 8005, il peut aller à 8000. Vous allez me dire, oh, mais il ne peut pas passer sous 8000, c'est pas possible. Bon, prenez un graphique de long terme et rendez-vous compte de ce que sont les mouvements correctifs de long terme. En 2008, le DAX est passé de 8000 à 3500. Il était à 12 000, il peut très bien revenir à 7000, à moyen long terme. Donc ne partez pas du principe qu'on est bas, parce qu'on n'est pas bas, c'est pas vrai. Prenez des graphiques de long terme pour vous rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Prenons note de la dangerosité des marchés et ne plaidons pour des rebonds ou des réactions haussières que si on a quelque chose de très significatif. Voilà. Parce qu'à tout moment, vous avez une banque qui fait défaut, un fonds d'investissement qui fait défaut et qui entraîne tout le monde à la baisse. Et d'un coup, on peut avoir des indices qui repartent à la baisse très violemment et qui font -3 ou -5 comme hier. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et rester sur ses gardes. Concernant les actions françaises, aujourd'hui c'est surtout une vidéo de précaution, si je puis dire. Alors, au niveau des titres, waouh, CGD -10%, Sartorius Tedim, qui était une des valeurs préférées des investisseurs, rebaisse violemment depuis une semaine. Ouais, c'est vraiment pas beau parce que on a eu un gap haussier des résultats et un nouveau plus haut historique. Et puis d'un coup, on a les baissiers qui prennent la main et qui font des gaps baissiers. Ça veut peut-être dire qu'on a fait un excès, un point haut à moyen terme. Genfit se fait massacrer puisque les biotech, quand les marchés baissent, se font massacrer. Ça, je vous l'ai expliqué. Numericap, je vous ai indiqué ce canal baissier hier sur Twitter. On continue d'être dedans. Eramet, donc c'est le secteur des matériaux de base. CGG Veritas, c'est le pétrole. Selectis, c'est une biotech. Donc vous voyez, les titres qui sont attaqués, c'est soit les meilleurs titres de l'année dernière, soit les biotech parce qu'elles sont volatiles, soit le marché pétrolier puisque ces titres-là sont toujours sous pression. Et puis à la hausse, on trouve difficilement des petites hausses, soit suite à des résultats, soit suite à des recommandations. BNP prend 1%, c'est un bon point. Ouais, elle prend 1%, sauf que elle est vraiment baissière. Regardez BNP, pareil, prenons un peu de recul. Regardez ce qui s'est passé en 2008. BNP était passé de 92 à 20. Regardez ce qui s'est passé ces 7 dernières années. BNP a évolué entre 23 et 60. Je vous donne dans le mille, qu'est-ce qui s'est passé ces 6 derniers mois? On a échoué sous les 60. Où est-ce qu'on a des chances de revenir? Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le bas du range paraît plausible. Voilà. Donc vous voyez, BNP qui reviendrait à 25 €, c'est potentiellement un 440 qui reviendrait sous les 3000 points. Je dis pas qu'on va le faire, mais sachez que c'est possible. Et voilà. Peut-être que depuis un an, on est déjà rentré dans un marché baissier. Peut-être que là, ce sont des signes. On a eu les signes avant-coureurs début 2016, on a eu le gap baissier annuel, on a eu la chute des cours de l'énergie, on a maintenant les bancaires qui suivent. Donc on est bel et bien dans un marché de risque. Alors néanmoins, comme je vous l'ai expliqué dans l'émission d'hier et comme je vous le dis souvent, quand les marchés, notamment indices, sont dangereux, vous pouvez aller sur les matières premières et vous diversifier. Le pétrole, donc je vous ai montré ce canal hier, parce que d'après moi, vous voyez, là c'est les bancaires qui sont attaqués, et c'est le marché obligataire aussi qui bouge. C'est un peu moins le pétrole.
Hier, on a eu des chutes partout sur tous les indices. Le pétrole a quand même tenu les 29 euros. Donc pour moi, il y a une stabilisation des cours tant qu'on est au-dessus de 29 dollars. Excusez-moi, dollars, pas euros. Tant qu'on est au-dessus de 29 dollars, ça peut repartir à la hausse et on pourrait remonter, chercher les résistances qu'on a travaillées ces dernières semaines à 32 ou 34 dollars si les stocks étaient inférieurs aux attentes, notamment mercredi. Donc il faut garder cela en tête parce que ce serait aussi un soutien, un catalyseur pour les indices boursiers si le pétrole arrivait à remonter. Voilà. Donc vous voyez, il y a, on va dire, des petits points de consolation. Les marchés sont baissiers, les bancaires font baisser les marchés, etc. Mais l'énergie, qui a jusqu'ici tout massacré, pourrait permettre de remonter un petit peu. Donc à surveiller sur le pétrole, cette zone de prix. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer l'or. Donc concernant l'or, pour moi, un objectif majeur a été atteint. En début d'année, je vous avais montré ce graphique, c'est un canal baissier de moyen terme sur l'or. On en était sorti par le haut parce qu'il y avait de l'aversion au risque et de la peur. L'or est passé de 1050 à 1200. On est passé d'un bas de canal à un haut de canal, une résistance horizontale et une résistance psychologique. Je ne dis pas que l'or va baisser, je ne dis pas que l'or ne va pas aller à 1300, 1350 en 2016. Ce que je dis, c'est qu'un objectif a été touché, et théoriquement, pour celui qui est en position sur l'or, ou qui était sur l'or, quand on a une stratégie de rebond technique dans une tendance baissière, on vise les résistances, les hauts de canaux, des niveaux horizontaux. Là, pour moi, on a atteint un objectif majeur. Alors oui, hein, si derrière ça passe en force, qu'on fait un repli et que ça continue, c'est un moyen de continuer de mettre l'analyse à profit. Mais pour moi, il faut avoir des plans. Et je pense que pour beaucoup d'opérateurs, déjà, viser 1200, c'était pas mal. Ça a été touché hier. Donc là, on pourrait avoir peut-être une stabilisation des cours. Bien évidemment, si les marchés lâchent complètement, l'or sera soutenu. Vous avez vu ces dernières séances que plus il y a de la tension, plus l'or grimpe. Donc, si les marchés doivent déraper, l'or sortira par le haut de son canal baissier et pourrait continuer de s'apprécier. Mais à très court terme, ce que je voulais dire, c'est que un point dur a été trouvé. Le gaz consolide et pourrait peut-être fermer son gap de début de semaine, ce qui serait positif par la suite. Le sucre est venu combler son gap hier et continue d'être bien orienté. Donc je continue de penser que le sucre a potentiellement fait un point bas à court terme et pourrait remonter vers ses résistances. Donc gaz, sucre, avoine, ça ne bouge pas. Or, objectif atteint à court terme, et pétrole, tentative de rebond. Voilà, c'est à peu près tout. Et après, sur le marché d'échange, sur le Forex, je continue d'être positif sur l'euro-dollar tant qu'on est au-dessus de 1,1050. Hier, l'euro-dollar est revenu toucher la zone des 1,11. C'était la zone de support et il est reparti vivement à 1,12. Il a même fait 1,1240 ce matin. Donc les acheteurs sont récompensés puisque à chaque fois qu'on fait un trou d'air sur l'euro, ça repart de plus belle. À moins qu'on fasse un échec cuisant sous 1,1240, que le dollar se renforce et que l'euro reparte à la baisse très fort, très vite, là, maintenant, tout de suite, théoriquement, l'euro continue d'être soutenu, d'être sur support et pourrait dépasser la zone des 1,1250 et accélérer en direction des 1,14, 1,15. Donc ça, c'est à surveiller. En tous les cas, pour le moment, les replis sont payés par le marché, les acheteurs gardent la main. L'AUD, comme je vous le disais hier, il faut s'en méfier puisqu'il est reparti à la baisse sous son triangle. La paire qui a engendré hier une hausse de l'aversion du risque et qui a fait chuter le Nikkei, c'est l'USD-Yen. L'USD-Yen a cassé les 116. 116, c'était le bas du range de moyen terme dans lequel on en était depuis un an. Alors, on a cassé le seuil et on a accéléré, on a perdu 150 points et là on est déjà en train de remonter vers ce seuil. C'est donc
pas forcément un signal de moyen terme baissier supplémentaire, c'est peut-être juste que la baisse s'opère progressivement. Je pensais sous 116 qu'on aurait une accélération et que ça irait vite. Ça a été le cas puisqu'on a perdu 150 points, peut-être que je m'attendais à pire. C'est tellement un support de moyen terme énorme qu'il y a beaucoup de stops qui ont dû être touchés, et c'est ce qui a fait cette mèche. Euh, c'est ce qui pourrait engendrer une intervention de la BOJ. Plus l'USD Yen va rester sous la zone des 116-117, plus la probabilité que la BOJ n'agisse pour le refaire monter est possible. Christophe dit, dans ce type de marché, est-il préférable de privilégier l'analyse technique plutôt que fondamentale? Alors, ce dont vous vous rendez compte actuellement, c'est quoi? C'est qu'en fait, les fondamentaux, dont on vous dit à la télé qu'ils sont bons, comme on vous le dit tous les mois depuis des années, eh bien ce n'est pas vrai. En fait, les banques ont des dettes. En fait, les sociétés pâtissent de la baisse de l'énergie. En fait, l'alignement des planètes avec l'euro-dollar bas et le pétrole qui baisse, c'est pas vrai. Donc tout ce qu'on vous disait sur les fondamentaux, en fait, vous vous rendez compte que c'était manipulé, que les chiffres sont pas forcément bons, que les entreprises ne font pas forcément bien. Donc les fondamentaux peuvent mentir. Voilà. L'analyse technique, elle ne vous mentira pas. Elle nous disait déjà l'année dernière que les marchés étaient surévalués, qu'on était trop par rapport au cycle précédent. On a eu des signaux baissiers l'été dernier qui nous ont dit attention, on a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, un changement de marché qui est en train de s'opérer. En début d'année, le gap baissier annuel était l'information selon laquelle 2016 allait être une année atypique et potentiellement baissière. L'analyse technique, vous voyez, a été beaucoup plus révélatrice, a été beaucoup plus pure et nous a donné des informations clés pour pouvoir nous en sortir sur ces marchés houleux et volatiles. Alors que l'analyse fondamentale, elle, eh bien, elle fait que encore au cours d'aujourd'hui, il y a des gens qui disent les bancaires ne sont pas chers, je vais en acheter. Voilà. Et puis pour finir, je vous montre quand même un graphique d'espoir. C'est celui du SP500 qui est sur la zone des 1820 et qui ne l'a pas cassé. Je vous rappelle que le SP500 est l'indice directeur. Je vous rappelle que le SP500 fait ses points bas en faisant des doubles bottoms. Et je vous rappelle qu'il est en train de tester ses plus bas annuels et de tenter le double bottom. Donc, même si ces marchés sont baissiers, même si ça peut aller plus bas, même si les fondamentaux mentent, vous aurez remarqué qu'il y a des fois pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va arrêter de se concentrer sur un sujet et on va remonter un petit peu. Et bien là, on a pas mal baissé, on est revenu sur des supports, et en l'absence de mauvais catalyseurs, de mauvaises nouvelles, on pourrait arrêter de baisser, et arrêter de baisser, ça veut dire potentiellement stabiliser. Donc l'information numéro 1, celle que vous savez, c'est qu'à long terme, vous devez faire attention parce qu'on est baissier et à tout moment, il y a des news qui peuvent faire chuter les marchés. L'information numéro 2, c'est que soyons vigilants, le SP500 est sur une zone clé. Vous avez vu que le CAC et le DAX en fait étaient des passoires, étaient baissiers, que ça servait à rien de chercher les supports sur ces indices-là pour le moment. Par contre, le SP500, lui, est propre, c'est l'indice directeur. Il faudra donc suivre dans les séances à venir si ce dernier casse, auquel cas on aura du mouron à se faire, ou bien si au contraire ce dernier tient et relance, auquel cas cela donnerait du baume au cœur aux investisseurs. Voilà, sur ce, vous êtes prévenus, faites attention à ces marchés, suivez les indicateurs de risque comme le yen ou la volatilité, faites attention sur le marché action, n'anticipez pas le point bas, ça ne sert à rien, pensez à vous diversifier sur matières premières ou sur les monnaies, ça peut être intéressant, et puis voilà. Sur ce, c'était une matinale un peu particulière puisque justement plus moyen terme, plus fondamental, plus sur les enjeux et les risques.
Euh, donc voilà, j'espère que vous avez bien compris tout cela. Je vous remercie d'avoir assisté à cette émission. Je vous souhaite une bonne séance à tous. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller sur le site de CMC et à voir la vidéo, les configurations techniques préférées de Tradosaur et Nicolas. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne séance, et je vous retrouve demain matin à 10h tapantes. Dernière question de Christophe qui me dit: viendras-tu bientôt faire des conférences dans le Sud? A priori, oui, Christophe, je n'ai pas encore les dates. Dès que je les aurai, vous serez les premiers informés. Passez une bonne journée et à demain.